Bonjour à tous et à tous et merci d'être présent pour ce webinaire consacré à l'appel à projet Solnovo. Donc je me présente, je suis Laurent Augier, je suis le directeur du pôle de compétitivité pour ceux que je connais pas. Vous êtes une bonne trentaine, donc j'espère que vous avez démarré, on va dire, la réflexion pour pouvoir candidater à cet appel à projet qui est pour nous une première en termes en tout cas d'ambition de financement de projet. Donc c'était important d'avoir ce moment avec vous pour vous faciliter la tâche et surtout de vous donner tous les éléments nécessaires à une candidature optimale de votre côté. Donc je vous présente mes deux acolytes du jour, Pauline qui est donc coordinatrice du programme et qui va faire la présentation dans la foulée, et Lilou qui est nouvellement arrivée en stage pour 6 mois pour nous aider sur ce démarrage d'appel à projet et le début donc des projets. Peut-être quelques mots rapides sur le pôle de compétitivité avant de rentrer dans le détail de Solnovo. Donc pour ceux qui ne le savent pas, donc on est une association de 420 adhérents, un petit peu plus désormais, focalisée sur l'innovation dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Basé en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, et donc avec un objectif de faciliter l'innovation pour nos adhérents en lien entre donc l'industrie et la recherche académique, et puis donc cette thématique qui nous amène aujourd'hui à discuter ensemble est importante pour nous puisqu'on a un axe essentiel d'innovation et sur lequel on est proactif qui s'appelle Eau, Climat, Sol, dans lequel on souhaite valoriser et accélérer autant que possible toutes les innovations qui nous permettront de maintenir une capacité de production aussi bien en quantité qu'en qualité sur nos territoires. Et donc les problématiques liées aux ressources naturelles et à l'adaptation au changement climatique nous semblent très importantes et capitales pour nos territoires. Donc je ne vais pas en dire plus. Si vous voulez en savoir plus, il y a notre site internet également. Et puis après, vous pourrez aussi de toute façon poser vos questions s'il s'agit également d'ordre général sur le pôle. Je vais laisser la main à Pauline qui va continuer la présentation. Et puis je vous souhaite un bon webinaire et n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions puisqu'on est là pour ça. Et je me ferai le porte-voix de vos questions écrites. Et Pauline va expliquer exactement comment le faire tout de suite. Bonjour à tous, merci Laurent pour cette introduction. Donc comme l'a dit Laurent, il faut surtout pas hésiter à noter vos questions sur en bas à droite. Normalement, vous avez un petit encart où vous pouvez noter toutes vos questions. Donc le principe, c'est qu'on a là bien 30 minutes de présentation. Je vais faire un rappel du programme, vous préciser un peu les services apportés par Solnovo et les attendus. Et ensuite, on a une heure au grand max de questions. Donc voilà, on a le temps. N'hésitez pas à vous lâcher sur l'onglet questions. Donc, dans un premier temps, ce que je voulais faire, c'est vous rappeler dans la globalité ce qu'est Solnovo. Donc, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'être le public d'une des présentations Solnovo. Mais donc, pour rappeler un peu globalement ce qu'on souhaite apporter et ce qu'on veut faire. Donc, on est toujours dans le cadre d'un programme de démonstration et d'accompagnement de la transition vers ce qu'on appelle l'agriculture régénératrice des sols. Je vous présenterai la définition qu'on a. Pauline, je me permets de te couper juste. Est-ce que tu peux un tout petit peu parler plus fort, s'il te plaît? Ça marche. Je rapproche peut-être mon micro, il est un peu loin. Laurent, n'hésite pas à me couper s'il y a encore des problèmes de micro. Non, c'est bon, c'est bon. Parfait. Donc du coup, oui, pour la présentation de Solnovo, donc on est toujours dans le cadre de sélectionner 10 collectifs d'agriculteurs qui vont se répartir entre la région Nouvelle-Aquitaine et la région Occitanie. C'est un accompagnement qui est prévu sur 5 ans, donc qui va démarrer en 2023. Et ce qui est intéressant de rappeler, c'est que dans le cadre de Solnovo, on s'intéresse à toutes les filières. Donc on n'a pas un focus spécifique en grande culture ou en arbo. On est très ouvert sur les filières de transition. C'est d'ailleurs ce qui nous intéresse le plus, d'être relativement diversifié en termes de filières. Ce qui est aussi intéressant de rappeler, c'est que ces collectifs ne vont pas s'engager tout seuls. Pour nous, un porteur de projet, c'est vraiment un collectif d'agri qui va être représenté par ce qu'on a appelé une structure porteuse. Donc, dans structure porteuse, on va retrouver les chambres d'agriculture, les coopératives, les négoces, les associations d'agriculteurs. Et en gros, ça va être toute structure qui a en effet la capacité d'animer un collectif.
Au niveau des services apportés, donc ils sont décomposés en 4 grands volets. J'y reviendrai plus spécifiquement juste après. On a un premier volet qui est centré sur la partie financement. Donc financement de quoi? À la fois le financement des agriculteurs par 2 voies de financement que sont à la fois le financement participatif via la plateforme Mimosa, que je vous présenterai aussi juste après, et aussi pour les projets qui sont éligibles, la possibilité de générer ce qu'on appelle des crédits carbone et donc de valoriser ces efforts de séquestration de carbone, réduction d'émissions sur l'exploitation auprès de financeurs privés qui sont intéressés par investir sur des projets de transition. Et donc, on a aussi une partie des financements qui sera à destination des structures porteuses, donc qui vont représenter en effet les collectifs d'agriculteurs pour leur rôle assez indispensable d'animation sur le terrain. J'y reviendrai aussi après, mais on a prévu un forfait de 10 000 € par an et par collectif. Donc ces 10 000 € sont vraiment uniquement centrés pour les structures porteuses et notamment on servira à financer le temps d'animation qui est propre à chacun des collectifs. On a ensuite un volet diagnostic et suivi où Agri Sud-Ouest Innovation a réuni un ensemble de partenaires scientifiques et économiques pour aller suivre des indicateurs donc type stock de carbone, réservoir utile maximal en eau, donc j'y reviendrai aussi après. La partie communication réseau qui là englobe plusieurs types de services, toute la partie événements, mais aussi la partie cartographie, on y reviendra aussi. Et enfin, tout le volet formation, donc identification des besoins de formation et ensuite formation à destination des agriculteurs, notamment sur le terrain. Et donc, vous avez ensuite le schéma qui récapitule de façon assez synthétique ce qu'est Solnovo. Donc, on est vraiment dans le cas où on va avoir les collectifs d'agriculteurs qui sont centraux, Agri Sud-Ouest Innovation qui garde ce rôle d'intermédiaire entre différentes parties prenantes. Et notamment, dans ces parties prenantes, on va retrouver les différents financeurs, donc financeurs publics que vous connaissez, je pense, et qui soutiennent Agri Sud-Ouest Innovation pour la mise en place de ce programme-là sur 5 ans. Le financement privé qui est celui qui va permettre de financer à la fois les structures porteuses et à la fois les agriculteurs. Toutes les autres parties prenantes qui peuvent être mobilisées par les collectifs pour mener à bien les transitions. Donc, on va retrouver les fournisseurs de solutions, etc. Donc, toutes ces structures-là, on les a identifiées dans la cartographie que je vous présenterai sur les slides suivantes. Et enfin, on a le consortium de recherche où on retrouve tous les partenaires opérationnels qui vont suivre les projets sur les 5 ans sur des indicateurs relativement spécifiques. On retrouve aussi, donc je ne l'ai pas précisé, la Cité des Sciences Vertes, qui est plutôt le partenaire qui va gérer toute l'ingénierie de formation. Voilà pour la présentation au global. Donc, étant donné que le programme est sur 5 ans, évidemment, il y a un calendrier relativement spécifique précisant ce qu'on va faire entre aujourd'hui jusqu'au lancement définitif du programme. Donc, comme vous le savez, on a ouvert un appel à projet à destination des collectifs d'agriculteurs et de leurs structures porteuses. Cet appel à projet est ouvert pendant 2 mois, donc il va se clôturer le 15 novembre à minuit précisément. Ensuite, on a toute une phase d'expertise, de sélection des 10 lauréats qui va nous permettre d'ici mi-décembre de diffuser la liste des 10 projets qu'on aura sélectionnés. Et ensuite, on organise une journée de lancement officielle Solnovo qui va se dérouler le 26 janvier 2023 à Bordeaux. Donc, on communiquera sur cette journée, notamment sur le mois d'octobre. Donc, vous serez mis au courant des liens d'inscription. Et donc, le principe de cette journée est relativement important et intéressant parce qu'il va permettre à la fois de communiquer de façon large sur les 10 projets lauréats sélectionnés. Il va permettre aussi d'être le lieu de rencontre entre les partenaires, les financeurs, les porteurs de projets et toutes les autres parties intéressées par le programme. Et on va aussi se charger de faire intervenir des pontes, entre guillemets, sur les sujets qui sont propres à l'agriculture génératrice, aussi bien sur des volets très techniques que sur des volets un peu plus sociaux, économiques, etc. Donc, il y aura notamment une table ronde et différentes interventions sur le sujet. Voilà, et donc petit tuto pour savoir comment candidater à l'appel à projet Solnovo si vous n'avez pas déjà
télécharger le dossier de candidature. Donc, il suffit en fait de se rendre sur le site internet d'AgriSud-Ouest Innovation. Vous avez une fenêtre initiative et ensuite, en déroulant la fenêtre qui est propre à Solnovo, vous avez un lien direct vers les modalités de candidature hein, qui sont présentées sur ce qu'on appelle la plateforme Challenge. J'y reviendrai aussi juste après. Avant toute chose, donc étant donné que je parle d'appel à projet, vous vous doutez qu'il y a aussi tout un processus de sélection qu'on voulait absolument vous présenter pour que vous compreniez aussi comment va se dérouler les prochains mois de notre côté. Donc évidemment, on a une première phase de dépôt des candidatures. Ensuite, ça s'enchaîne sur une présélection, on va dire, et donc vérification des critères d'éligibilité. Donc tout ça, c'est réalisé par AgriSud-Ouest Innovation. Et ensuite, on a un comité d'expertise qui a été monté par nos soins, on va dire, et qui est composé de 3 types d'experts qui vont être chargés d'expertiser vos candidatures. À la fois des experts qu'on a appelés des experts académiques, donc on va retrouver plutôt des chercheurs qui ont pas mal travaillé sur les sujets de transition écologique, etc. Ensuite, on a un autre type d'experts qui va plutôt être des experts agricoles. Donc, on va retrouver des profils type des personnalités qui ont réalisé pas mal de formations, de conseils sur le terrain, de suivi de groupes d'agriculteurs, etc. Et ensuite, on a un troisième type d'experts qui sont les experts d'ingénierie de projet. Et en fait, dans ce type d'experts-là, on retrouve les collègues d'AgriSud-Ouest Innovation qui ont l'habitude de lire les dossiers des adhérents et d'avoir un regard critique sur la façon dont ils ont été constitués. Voilà, donc tout ce processus d'expertise puis de sélection va nous permettre d'aboutir mi-décembre à l'annonce des différents lauréats, donc des 10 lauréats comme je l'ai précisé. Et ensuite, on passe à toute la phase de financement. Donc, on pourra, je vous le présente très brièvement, mais on pourra y revenir au moment des questions. Surtout, n'hésitez pas. Donc, une fois qu'on a sélectionné ces 10 lauréats, ceux-ci vont être mis en valeur sur la plateforme Mimosa, qui est une plateforme de financement participatif, comme je vous l'ai précisé juste avant. Et donc, c'est notamment via cette plateforme que les financeurs privés qu'on aura démarchés, nous, en amont, vont pouvoir abonder les différents projets qui auront été sélectionnés. Voilà, et donc on arrive évidemment à la fin à la liste des projets sélectionnés qui auront été notamment financés via Mimosa. Je tiens à le préciser maintenant, sur cette diapo n'apparaît pas la finance carbone, parce que tout simplement sur la diapo que vous voyez là, c'est vraiment le processus de sélection et de financement qui est propre aux 10 collectifs, donc à tous les projets. Et étant donné qu'on sait d'avance que certains projets ne pourront pas être éligibles à la finance carbone, je ne l'ai pas précisé ici parce que du coup, la finance carbone ne va pas concerner tous les projets. Toutefois, pour les projets éligibles, il est évident que AgriSud-Ouest Innovation va se charger d'accompagner les porteurs de projets au niveau de tout le processus de génération des crédits carbone et notamment de leur vente à la fin. Donc, petit point aussi sur la plateforme Challenge, donc une plateforme qu'on utilise de façon assez fréquente chez AgriSud-Ouest Innovation quand on parle d'appel à projet. Donc, j'espère que vous n'avez pas pris peur en la voyant parce que c'est tout l'effet inverse qui est attendu. C'est vraiment une plateforme qui a vocation à rendre l'appel à projet beaucoup plus lisible et de bien vous montrer les grandes lignes de l'appel à projet avec derrière la possibilité de télécharger les documents plus détaillés. Donc, si on rentre dans le détail, donc la plateforme Challenge est constituée de la sorte. Donc, vous avez une première fenêtre où vous allez pouvoir accéder à la présentation globale du programme et au lien vers la cartographie que je vous présenterai juste après. Donc, cartographie qui permet d'identifier un certain nombre de potentiels partenaires que vous, en tant que porteur de projet, vous pourriez créer pour faciliter votre transition. Ensuite, vous avez une deuxième fenêtre qui vous permet d'avoir accès aux critères d'éligibilité, aux critères de sélection et aussi aux engagements respectifs que vous avez en tant que porteur de projet. Une autre fenêtre qui s'appelle récompense et qui vous présente de façon très très synthétique
les 4 blocs de services que je vous ai fait voir juste avant, donc la partie financement, la partie formation, diagnostic et suivi et réseau. La fenêtre suivante, c'est documents. Donc, c'est une fenêtre qui va vous permettre de télécharger en rentrant notamment votre adresse mail un certain nombre de documents qui va vous donner toutes les informations nécessaires pour envoyer votre candidature Solnovo. Donc, vous avez la possibilité d'avoir accès au descriptif détaillé de l'appel à projet, aux différents documents de candidature qui sont à remplir par les porteurs de projet, et enfin les protocoles qui seront suivis par nos partenaires opérationnels de recherche, donc, que vous avez vu sur les diapos précédentes, donc notamment l'INRAE, l'INPMSAT, le CESBio, donc tous ceux qui vont suivre en effet les indicateurs scientifiques et économiques. Enfin, vous avez le lien direct pour déposer votre candidature. Juste un petit détail, il y a la nécessité de créer un compte sur la plateforme Challenge pour déposer votre candidature. Donc vous verrez, hein, c'est relativement clair, vous verrez tout apparaître en cliquant sur la fenêtre. Et ensuite la partie calendrier, donc rappel des dates importantes, et la partie partenaires qui détaille les différents partenaires qui vont travailler avec nous sur 5 ans dans le cadre du programme. Petit zoom, comme je vous l'ai dit, sur les services qui vont être apportés dans le cadre de Solnovo. Donc, on retrouve bien donc la partie communication réseau, formation, financement, diagnostic et suivi. Et donc, j'ai rappelé la définition d'agriculture génératrice parce qu'en effet, tous ces services-là vont être, entre guillemets, fournis à tous les projets qui s'engagent vers une transition agriculture régénératrice des sols. Donc, dans la définition qu'on a finalement choisie, donc on remarquera que c'est relativement ouvert et que ça inclut de nombreuses façons de transiter et d'effectuer un pas vers des exploitations plus vertueuses pour l'environnement. Donc, c'est relativement large, du fait aussi que le programme comporte se définit sur plusieurs filières. Et donc voilà, c'est pour la petite anecdote, c'est vrai que la définition, on l'a ouvert en discutant aussi avec toutes les structures qui ont répondu à l'appel à manifestation d'intérêt qu'on avait lancé en mars dernier et qui nous a permis aussi de nous rendre compte de la diversité des projets qu'on pouvait avoir en termes de transition agricole, d'où cette ouverture derrière de la définition. Maintenant, je vais zoomer sur les différents services. Donc, on va commencer par tout ce qui concerne les financements. Donc, comme je vous ai dit, et pour rappel, ce qui est important de détailler, c'est les financements à destination des agriculteurs. Le financement à destination des agriculteurs, il se scinde en 2 voies. Une voie qui est portée par le financement participatif via Mimosa, et la deuxième voie qui est portée par la finance carbone. C'est vraiment 2 types de financement qui sont séparés. Comment tout ça va se passer? Comme vous avez pu en effet le constater dans l'appel à projet, on vous demande de nous définir un budget estimé de votre transition, et notamment on vous demande de préciser le seuil, c'est-à-dire le montant minimum qui vous permettrait d'enclencher votre transition en étant plus serein. Donc ce seuil-là, il est relativement important parce que c'est celui qu'on va valoriser sur la plateforme Mimosa. Quoi qu'il en soit, avant de valoriser ce seuil sur la plateforme Mimosa, on sait qu'il est quand même important qu'on discute avec vous du montant définitif qu'on va valoriser sur cette plateforme. Donc il y aura une première phase de discussion avec vous qu'on a appelée pré-diagnostic, et en gros qui va nous permettre pour chacun des 10 projets lauréats de choisir la stratégie de financement, donc tout simplement d'acter le fait qu'on demande cette somme d'argent sur la plateforme Mimosa. Donc les mots choisis ont l'air très compliqués, mais en fait c'est beaucoup plus simple que ça. En fait, c'est vraiment une discussion entre AgriSud Innovation et les différents porteurs de projets. Voilà, donc à partir de là, nous, AgriSud Innovation, on se charge de valoriser ces 10 collectifs et ces 10 projets sur la plateforme Mimosa. Et donc, les financeurs qui auront été démarchés en amont pourront abonder les différents projets qui seront visibles de façon séparée sur la plateforme. À partir de là, les différents seuils demandés seront atteints.
Et à partir du moment où les seuils sont atteints sur la plateforme Mimosa, on pourra libérer le montant qui est prévu pour l'animation des porteurs de projets, donc les 10 000 € par an et par collectif. Donc voilà pour le fonctionnement et notamment comment ça va se passer en termes de chronologie. Il est bien sûr nécessaire de rappeler que la finance carbone n'est pas oubliée dans ce cadre-là. Et donc pour les projets éligibles, au moment notamment où on aura une première discussion au niveau du pré-diagnostic avec les porteurs de projets, on établira aussi les possibilités pour les projets éligibles en termes de financement carbone. Donc notamment, avec Sud-Est Innovation, on va accompagner les différents collectifs au choix de l'outil MRV, donc l'outil qui permet notamment d'estimer son potentiel en crédit carbone et derrière de suivre son projet. On va aussi lui permettre de se rapprocher de ce qu'on appelle de structures mandataires, donc des structures qui vont faciliter le processus de labellisation des projets, donc des crédits carbone générés, et ensuite de rapprocher aussi les porteurs de projets de ce qu'on appelle d'intermédiaires financiers qui vont leur permettre de visualiser leur crédit carbone sur des plateformes et ensuite de les vendre. Voilà pour la partie financement. N'hésitez pas à poser des questions, on y répondra juste après. Pour ce qui concerne la partie diagnostic et suivi, donc je vous ai rappelé les différents partenaires avec qui on va travailler sur les 5 ans du programme. Donc si vous voulez, ces partenaires-là, c'est eux qui nous ont défini un protocole de diagnostic et de suivi des projets. C'est un peu nos références scientifiques et économiques. Pour commencer, les premiers indicateurs qui vont être suivis, donc on va retrouver la partie stock de carbone et des indicateurs autour de l'eau et des réservoirs en eau dans le sol. Donc c'est notamment l'INPNSAT qui sera chargé de sélectionner les parcelles d'intérêt, réaliser les prélèvements et faire des comparaisons à T0 et T5. Donc ça, c'est pas du tout aux porteurs de projet de s'en charger, hein. C'est vraiment les partenaires opérationnels qui se chargent de ces tâches et de ces missions-là. Voilà. Ensuite, vous avez la partie analyse de cycle de vie. Donc, le principe de l'analyse de cycle de vie, c'est de définir des indicateurs environnementaux et d'être en capacité de le suivre sur les 5 ans du programme. Cette partie-là, elle est gérée par un UMR de l'INRAE. Donc, c'est en effet cet UMR qui va définir avec les porteurs de projet les indicateurs environnementaux, donc notamment la biodiversité, qui sont les plus pertinents à suivre dépendamment du projet, et d'ensuite faire les synthèses de ces résultats-là à T0, donc en début de programme, et à T5, une fois que la transition aura été, ou que les pratiques en tout cas auront été mises en place. Ensuite, on a une partie qui est centrée sur l'imagerie satellitaire. Alors, donc là, on se doute que c'est le CESBio pour ceux qui connaissent ce laboratoire. L'imagerie satellitaire, elle a 2 utilités dans le cadre de Solnovo. Déjà, elle va être en lien très fort avec la sélection des parcelles d'intérêt, des zones de prélèvement terrain sur ces parcelles-là, donc en lien très fort avec l'INPNSAT, vous vous en doutez. Et ensuite, le deuxième intérêt, ça concerne plutôt la rationalisation et le fait d'objectiver ce que des pratiques agricoles peuvent séquestrer en termes de carbone. Donc, par exemple, l'intégration de couverts végétaux, le lien avec les prairies, etc. Donc, le principe aussi, c'est de se dire que le fait d'intégrer cette partie imagerie satellitaire, ça nous donnera des clés pour améliorer les méthodes de suivi aujourd'hui qui existent pour estimer le potentiel en séquestration de carbone d'un projet agricole. Donc c'est relativement intéressant quand même comme apport de compétences. Ensuite, on passe sur les indicateurs qui tournent et qui touchent plutôt à l'économie. Donc on va travailler avec les 3 partenaires que vous voyez apparaître à la fin, donc CERF France Exco et Toulouse School of Economics. Donc ces 3 partenaires-là vont travailler conjointement pour aller estimer la rentabilité et la viabilité économique des exploitations qui se sont engagées dans le cadre de Solnovo. Pourquoi c'est intéressant? Parce que on veut être en capacité, à l'issue du programme,
de tirer des conclusions qui soient franches, et donc de dire voilà, donc on a eu tel et tel impact d'un point de vue environnemental, mais d'un côté économique, ça a donné cette information, cette donnée, etc. Et donc le principe, c'est de se dire qu'à l'issue de ce nouveau, on pourra et on sera en capacité d'engager plus d'agriculteurs parce qu'on part du postulat et on l'espère que ces indicateurs-là seront en vert. Donc pour ça, il faut en effet les mesurer, donc d'où le fait qu'on a mobilisé un certain nombre de structures. Et donc là, bon, logo très simple Excel, juste pour bien rappeler qu'en effet, il y aura nécessité de remonter de la donnée à ses partenaires. Et donc, il y aura des phases de... donc c'est surtout les structures porteuses qui seront mobilisées par les partenaires opérationnels. Mais il y aura des phases de partage de données entre le terrain et ces partenaires opérationnels qui seront chargés de les analyser et d'en tirer des conclusions et ensuite de partager à toutes les parties prenantes Solnovo les résultats qu'on aura observés. En ce qui concerne la partie réseau communication, donc je vais enfin pouvoir vous expliquer de quoi je parle depuis le début quand je fais référence à la cartographie. Alors, la cartographie Solnovo, c'est le schéma que vous voyez apparaître à droite de la diapositive. Vous pouvez la retrouver au lien qui est juste en dessous. Le principe de cette cartographie, c'est d'identifier toutes les structures du Sud-Ouest qui peuvent être mobilisées par des collectifs d'agriculteurs qui veulent s'engager vers une transition, mais qui auraient potentiellement besoin de certains supports, certains outils, certains services. Et donc, nous, ce qu'on s'est amusé à faire, c'est qu'on a identifié un certain nombre de structures. On les a catégorisées dépendamment de leur expertise carbone, expertise plutôt en grande culture, etc. Et aussi du type de service qu'ils peuvent proposer. Est-ce que c'est analyser son sol? Est-ce que c'est s'informer, se former? Est-ce que c'est animer un collectif d'agriculteurs? Et donc, on va retrouver un certain nombre de structures qui proposent des solutions. Donc, le porteur de projet n'est pas du tout obligé de les mobiliser. C'est vraiment si et seulement si il estime qu'il y a un trou dans la raquette au niveau de son projet de transition, il peut aller chercher dans cette cartographie et trouver un potentiel partenaire qui lui plairait. Et donc, nous, AgriSud-Ouest Innovation, on se charge derrière de faire les mises en relation. Voilà, donc ça peut aussi être utilisé par un porteur de projet qui veut aller plus loin en termes d'analyse de son sol, étant donné que nous, quand même, dans Solnovo, on propose de suivre les stocks de carbone et une partie centrée sur l'eau. Mais si un porteur de projet veut aller plus loin en termes d'analyse de son sol, il peut tout à fait mobiliser un des laboratoires qui sera identifié sur la carto. Donc voilà, il faut vraiment prendre cette cartographie comme un outil en plus qu'on met à disposition au collectif d'agriculteurs. Et donc ensuite, dans la partie communication, ça englobe aussi toute la partie événementielle, et donc tout ce qui va tourner autour de Solnovo en termes de journée de partage d'informations, en termes de comités réunissant les différents animateurs des collectifs, en termes de partage de compétences via d'éventuels webinaires sur les sujets agriculture régénératrice, en termes de partage de support. Donc, vous vous doutez que les partenaires opérationnels qu'on a mobilisés ont un certain nombre de livrables à fournir. Et donc, ce type de support-là sera largement partagé aux porteurs de projets. Et donc, c'est vraiment des supports clés pour avoir de l'information et aussi être au courant de ce qu'a donné sa transition et celle d'autres collectifs sur des contextes pédoclimatiques différents. Voilà pour la partie com. Et donc, pour finir, pour tout ce qui concerne la formation, donc j'ai rappelé là aussi notre partenaire opérationnel clé, donc qui est la Cité des Sciences Vertes. C'est une structure qui est basée à Toulouse et qui a une expérience assez longue sur les volets formation dans le milieu agricole. Donc, pour rappeler très brièvement ce que ce partenaire opérationnel va faire, dans un premier temps, c'est identifier les besoins des porteurs de projet. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup de jours de formation ou pas beaucoup? Quel contenu on veut avoir dans le cadre de ces formations? Quelle montée en compétences on souhaite observer? Donc tout ça, c'est des choses qui seront à définir avec ce partenaire-là. Et donc c'est vraiment la Cité des Sciences Vertes qui va gérer toute l'ingénierie de formation, donc de la définition des besoins, de la recherche des experts
et des structures qui vont donner les formations sur le terrain. Et ensuite, c'est aussi la Cité des Sciences Vertes qui va se charger de la partie financement des formations. Voilà, donc juste pour conclure rapidement sur ces 4 grands volets, donc vous voyez que c'est quand même relativement fourni en termes de services. On a essayé d'être le plus complet possible en termes de ce qu'on souhaite apporter aux différents collectifs, tout en gardant notre rôle de pôle de compétitivité, c'est-à-dire de mise en relation, de lancer des dynamiques, de partager des informations, d'observer de la prise de compétences sur le terrain, etc. Donc sur ces différents volets, vous pourrez poser vos questions juste après, parce que j'ai été très synthétique. Et donc juste pour rappel, par rapport à la fin de l'appel à projet, donc il se termine le 15 novembre prochain. Donc vous avez le temps encore de regarder tout ce qui se trouve sur la plateforme Challenge. Et donc bien sûr, moi je me porterai derrière à disposition si vous avez des questions qui vous viennent en cours de lecture. Hein, vous avez, on vous fera partager mon mail et mes coordonnées. Et donc là, j'en ai terminé sur la partie présentation globale. Donc on a prévu maintenant un temps pour les questions, un temps assez long puisqu'on est ensemble normalement jusqu'à midi si je ne me trompe pas. Donc n'hésitez pas à continuer à remplir le petit encart que vous avez à droite et à poser toutes vos questions. Merci beaucoup Pauline. Il y a quelques questions déjà qui sont très pertinentes. Alors on va essayer effectivement au moins d'y revenir, même si dans le chat j'ai essayé d'y répondre au fur et à mesure. Je pense qu'il y en a une première peut-être sur laquelle on peut répondre, qui est s'il y a un délai d'atteinte, un délai temporel pour atteindre le financement sur la plateforme Mimosa. Alors, ouais, Laurent, tu voulais répondre Comme tu veux. En fait, bon, j'ai pas répondu effectivement pour que tout le monde soit au courant. Ouais. On n'a pas donné de délai officiel au sens strict du terme. C'est sûr qu'on va pas laisser les projets toute une année ouverts. Donc idéalement, on s'est donné 2 vagues, sachant que nous aussi, on fera bien évidemment toute la communication et toute l'intermédiation possible entre les projets et des financeurs potentiels. Donc pour atteindre les objectifs que nous-mêmes nous nous sommes donnés pour que les projets aussi commencent à peu près en même temps. Donc comme Pauline vous l'a dit, il y a une première date on va dire de démarrage de Solnovo fin janvier. Il est possible déjà que certains projets pourraient trouver en tout cas des financeurs intéressés, même s'ils ne sont pas encore formalisés sur la plateforme. Donc on s'est donné globalement fin mars pour une première vague et ensuite fin juin pour une deuxième vague. Idéalement, c'est à ce stade-là. Et si vraiment à fin juin, il y a des dossiers qui sont vraiment très très justes, en tout cas très très proches du seuil, on verra effectivement au cas par cas comment les traiter. Sachant qu'effectivement, on n'est pas là pour dire que si par exemple 80% ou 90% du montant financier est atteint, si le consortium accepte de se satisfaire de cette somme, et si nous ne sommes pas, si les 10 projets financés ne sont pas atteints, bien évidemment, il y a tout intérêt à faire ce projet. Voilà, donc ça c'est des discussions aussi qu'on aura ensuite sur ces cas spécifiques. Pauline, si tu veux rajouter quelque chose? Non, non, c'était tout bon. Peut-être juste préciser, quand tu dis consortium, tu parles bien du collectif d'agriculteurs et la structure porteuse. Parce que c'est vrai que j'ai utilisé le mot consortium pour la partie recherche, mais Oui. là, on parle d'autre chose. Une autre question, tant qu'on est sur Mimosa, auquel j'ai répondu, mais pareil, on peut compléter sur le fait que l'appel de fonds pourrait intégrer un montant supplémentaire en dehors des 10 000 euros qu'on a prévu pour l'animation. Donc, est-ce que le financement via Mimosa est destiné au financement de la transition des agriculteurs, auquel effectivement j'ai répondu oui, de manière à aussi comment dire, cibler et orienter à 100% le financement de Mimosa vers les agriculteurs, ce qui facilite aussi la gestion financière de ce fonds. Voilà, mais pareil, si tu veux compléter, Pauline, pas de souci. Non, 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 c'est exactement ça. C'est vraiment la partie qui est sur Mimosa est à destination des agriculteurs. Donc, j'ai rien de particulier à ajouter en plus. Ok, Mimosa toujours, une question un peu plus délicate, j'avoue, mais c'est ça qui est bien aussi dans des webinaires et des sortes de FAQ. Peut-on proposer une trame financière avec par exemple un financement via Mimosa en année 1 et 2,
puis via la compensation carbone volontaire une fois que la labellisation est acquise pour le groupe d'agriculteurs. Alors, j'ai répondu effectivement à ce stade que ce qui est privilégié, c'est d'avoir une obtention un peu globale pour l'ensemble de la transition, que ce soit par Mimosa et ou par la finance carbone, dès le Mm. départ. Donc, effectivement, avec des projets qui seraient labellisés dès le départ. Après, j'avoue qu'on n'est pas, on s'est pas posé la question, honnêtement, effectivement, si la labellisation arrivait en cours de route. En tout cas, ça me semble assez compliqué, en tout cas pour la partie de la réponse à l'appel à projet, de faire un plan où année 1 et 2 c'est Mimosa, année 3, 4 et 5 c'est la compensation carbone volontaire. Voilà, Mm. je pense que c'est pas nécessaire forcément de rentrer dans ce niveau de détail. Si ça arrive, tant mieux. Si ça arrive pas, je vais dire tant pis. Pareil, Pauline, si tu veux compléter. Mm. Oui, et surtout que donc la partie, on va définir ce fameux seuil qui est à destination être mis en valeur sur Mimosa. Euh, c'est pas un seuil annuel, c'est vraiment sur le budget total de votre transition sur 5 ans, quel seuil on met en valeur. Donc, on n'a pas non plus décidé de, par exemple, mobiliser Mimosa en 2023, en 2024. Il n'y aura pas une campagne participative par an. Donc, c'est pour ça que c'est aussi, comme tu disais, Laurent, pas possible aujourd'hui de rentrer dans le détail comme ça en disant année 1 et 2, Mimosa, et ensuite le reste en finance carbone. Ensuite, il y a une question, pareil, qui vient juste d'arriver sur le budget des partenaires scientifiques ou de formation. Est-ce qu'ils doivent être budgétisés dans les dépenses, notamment les analyses ou les journées de formation, ou alors est-ce que c'est pris en charge par ces partenaires? Je peux répondre sur la première, sur la partie scientifique. Les partenaires, ils vont avoir un budget sur lequel on essaye là aussi d'avoir des financements différents. Donc voilà, ils ont leur propre budget. Donc vous ne vous occupez pas de leur budget à eux. Voilà, ils viendront faire leurs analyses, etc. Et ils prendront en charge leurs propres coûts, donc ça vous ne le mettez pas dans le budget. Pour la partie formation, Pauline, je préfère que ce soit toi qui l'aborde, puisqu'une partie est prise en charge effectivement, mais je ne suis pas suffisamment clair sur le temps passé par les agriculteurs et ce qui fait partie de la prise en charge. Le temps passé dans les formations, non, c'est pas compris dans le budget. Mais pour le coup, est-ce que, parce on va se accompagner par Vivea et Ocapiat, Ouais. est-ce que c'est pas quelque chose qui est remonté déjà dans les budgets de ces deux financeurs de formation? Alors, en gros, sur la partie formation, donc comme je vous l'ai dit, on a notre partenaire opérationnel Cité des Sciences Vertes qui se charge à la fois d'identifier les besoins, de trouver les experts, etc., et de faire les demandes de financement à Mimosa et Ocapia, qui sont les deux financeurs un peu clés que vous devez connaître aussi dans le milieu agricole. Donc, ça veut dire que les formations seront financées, mais donc pour être 100% transparente, on est en train de se demander si ces formations-là, qui d'ailleurs seront définies par vous, hein, les formations sont exclusivement données par rapport aux besoins que vous avez identifiés, que ce soit en termes de nombre de formations à l'année qu'en termes de contenu. Donc, on est en train de voir si les formations du coup sont complètement obligatoires et que s'il y a de l'absentéisme entre guillemets, il y a un processus de remboursement qui se met en place, ou est-ce que avec Ocapia et Vivea, on fixe une partie des formations qui sera financée et le reste est à prendre en charge par le porteur de projet. Hmm. Ça, c'est encore en discussion sur cette partie-là. Alors une question aussi sur qu'est-ce qui se passe. Alors je vais essayer de faire par bloc, hein, je suis désolé, mais il y a pas mal de questions sur les financeurs Mimosa. Donc qui sont ces financeurs et quels retours sont attendus pour les financeurs privés? Donc j'ai pas tout répondre. Donc les financeurs, pour Mimosa, ça peut être des financeurs particuliers, vous et nous, vous et moi. Ça peut être également donc des organismes privés, des entreprises qui ont envie de s'investir. Le retour attendu aujourd'hui, il est très clair. Pour Mimosa, c'est une sorte de don. Donc le retour est en aucun cas un retour de certification carbone, par exemple, ou de comment dire, ou financier. Donc le seul retour sur lequel, et ça cette fois-ci c'est le pôle qui s'y engage, c'est un retour en termes de communication et d'atteinte des objectifs que vous aurez vous définis dans la partie donc des transitions agroécologiques. Ça c'est vraiment le point clé.
C'est pour ça que Pauline l'a bien expliqué, il y a bien deux volets. Il y a un volet de transition des agriculteurs financé par Mimosa et donc financé par des acteurs privés si on va jusqu'au bout, et l'autre, un volet de recherche et formation qui permet d'assurer la rigueur, l'intégrité, la transparence des impacts que l'on aura pu relever sur ces transitions. Et c'est ces impacts et ces indicateurs qui vont être essentiels à la communication des projets et à la valorisation que des financeurs privés pourront avoir du fait qu'ils financent Solnovo, puisque un petit peu comme ils le font pour de la finance carbone, ils pourront dire auprès de leurs parties prenantes qu'ils ont participé à la transition agricole et à une partie, on va dire, agroécologique d'un nouveau, je mets entre guillemets, mode de conduite agricole. Voilà, ni plus ni moins. Mais c'est important, par contre, effectivement, de bien mener à bien ces actions. Du coup, Pauline, pareil, tu me dis hein, s'il y a besoin de compléter. Par rapport Non, à ça, c'est il y avait bon. une question concernant qu'est-ce qui se passe si les agriculteurs s'arrêtent. Enfin, si en gros, pour des raisons X ou Y, il y a impossibilité de continuer. Donc là aussi, première chose, bien évidemment, ni pour l'agriculteur, ni pour la structure porteuse, ni pour nous, c'est quelque chose qui est, enfin, on fera tout pour ne pas arriver là, mais c'est vrai que ça peut arriver et ça arrivera probablement, comme dans tout projet, il y a parfois des difficultés. Donc, il y a deux points. Déjà, le premier, c'est que il y a un collectif qui fait qu'on minimise quand même le risque qu'effectivement il y ait entre guillemets un agriculteur parmi ce collectif qui s'arrête. Donc tout ce que vous avez vu, et puis c'est aussi la capitalisation du pôle en interaction avec ces acteurs qui fait qu'on met le maximum de chances du côté des agriculteurs pour qu'ils réalisent cette transition. Donc, en fonction de la difficulté, il y a des choses qui peuvent être, qui pourraient être imaginées, mais c'est bien évidemment au cas par cas que seront réalisées ces choses. Donc, ce que je vais dire, c'est pas, il n'y a pas de règle particulière dans le cas où un agriculteur ne pourrait pas s'engager ultérieurement. En ce qui concerne directement les financements dont il aurait droit, donc Pauline l'a dit aussi au tout début, il y a un contrat d'engagement, une charte d'engagement du collectif, de chaque agriculteur individuellement, pour qu'en face du droit d'accès à des financements, il y a un devoir de réaliser les transitions agroécologiques. Et si du coup, pour des raisons donc X ou Y, il n'arrive pas à maintenir ce devoir, et bien forcément, en face, le droit de financement peut s'arrêter. Donc, sur la partie du versement déjà des financements Mimosa ou autres, il y aura probablement trois steps de financement, trois étapes. Une première étape au départ, ce que nous on envisage et ce qu'on préconisera vis-à-vis de nos partenaires financeurs privés, c'est de financer 50% au départ, de manière à pouvoir engager des dépenses qui sans doute sont plus significatives au début des projets qu'au milieu ou à la fin. Ensuite, une deuxième tranche de 25% qui serait à mi-parcours, puisqu'on n'est pas rentré dans le détail, mais globalement, après 2 ans et demi, il y aura un diagnostic assez précis qui sera réalisé par le pôle sur l'ensemble des projets pour voir où ils en sont et l'atteinte prévisionnelle des objectifs de mi-parcours. Et donc, cette atteinte déclenchera ce deuxième versement de fonds. Et le troisième versement de fonds, c'est un versement qui arrive à la fin, une fois que le diagnostic final aussi d'atteinte des objectifs est finalisé. Donc, première réponse, j'allais dire un peu directe, si effectivement l'agriculteur, en fonction de là où il va s'arrêter, il pourrait y avoir effectivement le non-déclenchement des financements successifs. Ensuite, bien évidemment, derrière, c'est pourquoi il s'arrête et est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà d'une aide. Alors, elle peut être financière, elle peut être technique, elle peut être de formation pour essayer de lui faire passer le cap. Et dans ce cadre-là, c'est aussi, j'allais dire, la mission du pôle, la mission aussi des coopératives, des chambres, que de se dire, en cas de difficulté, on peut aussi collectivement ou individuellement aller chercher les solutions pour faire en sorte qu'on ne reste pas sur cet échec, parce que voilà, clairement, ça je prends la responsabilité pour le pôle de dire que c'est aussi notre responsabilité d'emmener le plus de monde jusqu'au bout, et donc on mettra tout en œuvre pour que ces cas-là puissent être gérés de manière la plus positive possible et que l'agriculteur puisse rebondir et finir. Voilà. Pauline, dessus, c'est bon? T'as tout dit. Non, là, je crois que non, non, c'était parfait.
Parfait. Alors, du coup, il y avait d'autres questions. J'essaye de pas les sauter. Oui, alors il y avait sur la partie des contrats. Quel type de contrat avez-vous prévu pour la gestion des données donc de nos agriculteurs d'une part et la structure porteuse d'autre part vis-à-vis des nombreux partenaires annoncés, consortium, accords individuels avec chaque partenaire et autres? Pareil, Pauline, je vais te laisser peut-être démarrer la réponse. Tu es plus calée que moi sur ce sujet. Mm. Alors, sur la partie contrat, on va dire que tous les partenaires opérationnels ont contractualisé avec AgriSud-Est Innovation. Ensuite, nous, AgriSud-Est Innovation, ça pareil, Laurent, si tu as des points à rajouter, n'hésite pas. AgriSud-Ouest Innovation, on va aussi contractualiser avec les structures porteuses. Et donc, c'est ce qui va permettre notamment la protection des données qui seront nécessaires pour les partenaires opérationnels. Et d'ailleurs, ces données, je crois que c'est précisé notamment dans la charte d'engagement, sont anonymisées quand on a un partage à grande échelle ou quand les différents partenaires opérationnels devront réaliser des documents de synthèse. Donc sur la partie contractualisation, pour récapituler, on a le consortium scientifique Agri-Sud-Ouest. C'est Agri-Sud-Ouest qui gère les contrats avec ces partenaires-là. Donc vous, directement, vous n'avez pas de contrat avec ces partenaires opérationnels. Par contre, vous serez contractualisé avec Agri-Sud-Ouest. Est-ce que Laurent, j'ai oublié quelque chose sur ce côté-là? Non, non, c'est clair. En gros, c'est relativement ouvert par rapport aussi au type de. Ouais, là, pour le coup, c'est un petit peu comme la cartographie, hein. Je l'élargis. Ça peut être la même chose pour d'autres partenariats que vous pourriez avoir, qui sont, comment dire, plugués aussi autour de Solnovo au travers des cartographies. Après, ce sont des engagements de privé à privé, hein, sur lesquels on n'aura pas forcément notre mot à dire, hein, là-dessus. Donc, soyez libre de contractualiser avec qui vous voulez et d'avoir les éléments de contrat, pareil, que vous souhaitez avec ces personnes-là. Voilà, là, on vous laisse, vous êtes grand, on vous laisse faire les choses ensemble. Par rapport à ça, d'ailleurs, il y a peut-être une question sur les formations, tant qu'on est sur les prestataires de services, de Chloé, qui dit: est-ce que sur les formations, on peut utiliser, est-ce qu'elles peuvent être réalisées par l'animateur du collectif lui-même suite à l'identification des besoins? Non. Si l'animateur est expert sur un sujet, moi, ça me pose pas de problème. Enfin, Oui, c'est la Cité des Sciences Vertes c'est ça. qui sera l'intermédiaire, mais ça pose pas de souci. Pareil, pour élargir la question, on s'engage aussi quand même à avoir alors je sais pas, on n'aura peut-être pas une forme de label, mais que tous les formateurs soient quand même agréés. Pareil, c'est pas le mot agrément est peut-être pas le bon, mais en tout cas validés par la Cité des Sciences Vertes par rapport à l'expertise qu'ils ont, à l'engagement qu'ils ont, comme tout prestataire de formation d'ailleurs, qui s'engage à être formateur et à du coup aussi pouvoir bénéficier d'accompagnement pour pour ceux qui sont les stagiaires, accompagnement financier. Donc a priori, il n'y a pas de problème. Voilà, après, à voir effectivement avec la Cité des Sciences Vertes, qui est le porteur global et le garant de la qualité des intervenants auprès des collectifs d'agriculteurs. Question aussi qui était intéressante sur la rémunération par la finance carbone de Baptiste. Au vu du faible financement des crédits carbone, comment allez-vous gérer les besoins de rémunérer nos agriculteurs, mais pas seulement, aussi la structure porteuse et j'imagine aussi ASOI, plus d'intermédiaires fait craindre moins de financement. Alors là aussi, soyons transparents, on essaye d'avoir le moins d'intermédiaires possible. Donc Agri-Sud-Ouest Innovation et les partenaires scientifiques et de comptabilité trouveront un financement en dehors de la partie finance carbone. Donc là-dessus, nous trouvons nous-mêmes notre propre modèle économique par rapport à ça et on essaye de s'en satisfaire. Pour le coup, on essaye, là, en tant que pôle, de garantir le maximum de financement à destination des agriculteurs. C'est pour ça que sur une question de tout à l'heure, le financement Mimosa, on veut garantir qu'il va à 100% à l'agriculteur. La structure porteuse est donc une structure intermédiaire de paiement, mais 100% du financement de Mimosa va aux agriculteurs.
Donc ça, c'est un point important. Après, la question que nous tous on a aujourd'hui, est-ce que ce financement il est suffisant ou pas? Ça, c'est à vous de le définir. Donc Pauline l'a indiqué dans la présentation. Vous devez définir le budget de la transition. Donc en gros, dire le mieux serait que agriculteur par agriculteur, il puisse y avoir une prospective, une projection du coût de la transition et donc de savoir exactement entre le temps passé, l'investissement matériel, l'achat de différents intrants, etc., de quel est le coût de la transition sur les 5 ans. Et à partir de ce coût, de dire de combien, quel est le niveau, quel est le seuil auquel qui est nécessaire pour que je puisse engager cette transition. Ce seuil-là, c'est vous qui le définissez. Alors vous le définissez pour le collectif de l'agriculteur. Après, c'est à vous de dire peut-être qu'un agriculteur aura plus de facilité qu'un autre, et c'est pour ça qu'on laisse la liberté à la structure porteuse, ensuite de réajuster les financements en fonction du besoin individuel des agriculteurs. Donc j'en profite aussi d'ailleurs pour répondre à une autre question qui est sur le détail budgétaire. Plus le budget est détaillé, notamment comme je l'indique, agriculteur par agriculteur, plus le projet vis-à-vis de l'expertise est considéré comme mature, et donc aura sans doute une excellente note sur cette partie-là. Puisque si vous faites, je prends une hypothèse, en gros j'ai 20 agriculteurs, je fais une hypothèse de, j'en sais rien, 200 € l'hectare de transition et je multiplie par le nombre d'agriculteurs et par le nombre d'hectares, c'est une hypothèse valable, elle n'est peut-être pas optimale ou en tout cas suffisante. Voilà, donc ça c'est typiquement un exemple pour vous dire que plus vous allez vous projeter et plus on sera près de la réalité des choses, et donc plus aussi vis-à-vis de notre question qui était de se dire l'agriculteur arrête, on minimisera les risques d'arrêt qui seraient dus par exemple au financement. Donc ça c'est un point important, on vous laisse en gros libre donc de dire quel est le seuil. Vous pouvez très bien, selon les filières et en fonction de l'argumentation, dire que votre seuil est par exemple à 80% de votre budget, et peut-être que sur certains autres agriculteurs ou filières, le seuil sera à 30% du budget. Ça, c'est à vous de le dire et d'être très transparent parce que ça fera partie probablement d'un argument assez fort vis-à-vis des financeurs privés. On a pu voir certains financeurs qui, par un intérêt d'une filière ou d'une situation géographique d'un projet, vont dire ok, ce projet au global coûte 100, ils demandent 80, j'estime que c'est justifié. Ou au contraire, il peut très bien dire j'estime que ça n'est pas justifié. Donc ça, c'est vraiment à vous de placer le curseur, et nous, on se refuse de dire vous êtes financé à 50%, à 20% ou à 80%. Voilà, ça change la donne, mais on trouve que ça permet d'engager aussi chacun des acteurs et d'être responsable aussi, nous tous, de ces engagements. Ensuite, par rapport au montant financier. Ouais, pardon Pauline, vas-y. Tu as fini la réponse ou pas? Parce que je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit juste au début. Je termine juste rapidement peut-être sur la partie Ok, du montant ça financier, marche. parce que là aussi, je vais être assez direct. Euh, Dans l'objectif du pôle de compétitivité, nous sommes là pour financer et pour aider à faire une transition agroécologique. L'agriculteur, en tout cas actuellement, et on a d'autres projets d'innovation pour essayer de faire en sorte que on puisse dire que demain l'agriculteur, certes, il est payé pour fournir de l'alimentation à une population, mais aussi peut-être pour toute cette partie de restauration d'un environnement, etc. C'est pas l'objectif même du projet. Il y a une partie de la partie scientifique qui justement va essayer d'aborder des thématiques par exemple de comptabilité triple capital qui pourrait donner dans 5 ou 10 ans, on ne sait pas, le fait qu'effectivement un agriculteur sera vraiment payé pour faire ce type de transition ou pour faire tel ou tel type d'agriculture. Mais à ce stade, c'est pas le cas. Et donc, voilà, il faut considérer juste que l'engagement financier qui est porté par des structures, des organismes privés est entre guillemets juste là pour aider à la transition agroécologique qui, à terme, permettra, on l'espère bien évidemment tous, d'améliorer le revenu de l'agriculteur et d'augmenter la résilience de nos exploitations. Je voulais juste revenir là sur la question de Baptiste qui demandait par rapport au faible financement qu'on observe aujourd'hui via les crédits carbone, comment on allait rémunérer les différents intermédiaires. Juste une précision, on est conscient du fait que la finance carbone ne peut pas tout financer. C'est aussi pour ça que derrière, on a mobilisé Mimosa. Et juste pour préciser, AgriSud-Ouest n'est pas un intermédiaire financier dans la chaîne de valeur du crédit carbone. C'est-à-dire qu'on ne prend pas de montant sur la valeur du crédit carbone qui est générée à la fin. Notre seul rôle, c'est vraiment de faire de la mise en relation entre les fournisseurs d'outils MRV, entre les mandataires, les intermédiaires financiers. Donc, on n'ajoute pas un échelon d'intermédiaires, déjà qu'il y en a, comme vous dites,
assez et suffisamment. Donc, il ne faut pas s'inquiéter sur ce sujet-là. Ouais, après, j'ai des questions sur effectivement les montants budgétaires. Les montants des budgets, il y a de la bibliographie, Pauline et Lilou sont aussi là pour accompagner des financeurs privés qui viendraient voir le pôle, euh, voilà, qui s'intéressent aujourd'hui à savoir combien ça coûte. Les montants des budgets, effectivement, autour de 50 euros l'hectare, je me suis permis de retranscrire en public cette partie-là. 50 euros l'hectare, 80 euros l'hectare, 100 euros l'hectare, c'est des choses qu'on entend dans vos filières et que nous, on redonne aussi auprès des financeurs. Alors, il y a aussi 20 euros l'hectare, on est d'accord, mais il faut bien comprendre qu'un financeur aujourd'hui qui va rentrer dans Solnovo va le faire bon, certes, pas à n'importe quel coût, mais il va le faire pour d'autres considérations que des projets de carbone qu'il va pouvoir trouver dans le monde entier. Donc, il va y trouver un aspect territorial, il va y trouver un aspect vis-à-vis d'une image agricole, alimentaire particulière. Et donc ce coût ou ce prix, il est très variable en fonction de l'appréciation que va y mettre chaque financeur au vu de ce qu'il souhaite, ce qu'il souhaite capitaliser en termes d'image. Donc les montants que je viens d'exprimer sont pas des montants à côté de la plaque. Clairement, des projets, parce qu'ils seront aussi en termes de surface importants, vont être plus cher, en tout cas auront un budget beaucoup plus important que des projets sur des filières qui forcément a fortiori sont plus petites parce que les exploitations de ces types de filières sont plus petites. Voilà, clairement en grande culture on va être peut-être sur des exploitations de 60, 100 ou 200 hectares. Si on multiplie par 20 agriculteurs, ça commence à faire un certain nombre d'hectares. Et si on est par exemple en maraîchage ou en viticulture, on sera forcément sur des surfaces beaucoup plus faibles et donc sur un coût ou un budget du projet inférieur. Mais ça, c'est effectivement des choses qu'on a déjà mentionnées auprès des financeurs privés et qui ne, a priori, Pauline, tu compléteras, ne nous fait j'ai pas de crainte, on n'a pas de crainte particulière sur l'inadéquation entre ce qu'on propose et ce que pourrait comprendre un financeur privé. Tout à fait. Autre question, y a-t-il un lien avec Occitanum? Alors Occitanum, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un projet qu'on appelle un projet de territoire d'innovation qui est porté par l'INRAE, donc l'Institut national de la recherche en agriculture, en agroalimentaire, en environnement, qui est sur l'Occitanie et sur la transition numérique des agriculteurs. C'est un projet qui est sur 7 ans et pour être clair, Solnovo n'a pas de lien avec Occitanum. Des collectifs, pour être aussi clair, des collectifs d'agriculteurs qui sont dans Occitanum, puisque Occitanum est une sorte de projet aussi entre la recherche et le monde agricole, peuvent tout à fait par contre candidater à Solnovo s'ils en ont envie. C'est pas parce qu'ils sont dans Occitanum qu'ils ne peuvent pas être dans Solnovo et vice versa. Voilà. Alors, une question, voilà, je me dis, attendez, c'était bizarre, mais quelqu'un l'a posé. Merci Nicolas. Pouvez-vous présenter les critères sur lesquels seront évalués les dossiers de candidature? Alors, Pauline, je crois qu'on les a diffusés, non, il me semble, hein. Ouais, ils Enfin, sont dans l'appel à projet. J'ai vérifié, mais voilà. oui, en effet, ils sont dans l'appel à projet. Ils sont dans l'appel à projet, alors je viens de les imprimer, on va pas faire la liste à l'après-vert, donc vous pourrez les retrouver. Simplement pour vous les donner un petit peu l'ordre, l'esprit, on a fait un petit peu comme pour des projets européens. Alors vous inquiétez pas, c'est pas du tout avec la même ambition et le même niveau de détail, mais du coup il y a 3 niveaux qui vont compter donc pour 5 points, donc chaque projet sera noté sur 15. Un premier niveau qui s'appelle l'excellence, donc en gros c'est est-ce que la présentation du projet elle est claire, on voit où vous voulez aller, est-ce que les objectifs sont bien évidemment liés avec le programme et avec ce que l'on souhaite faire, est-ce que le budget est suffisamment détaillé, est-ce qu'il est justifié, en gros est-ce que ce qui est marqué est justifié, argumenté et correspond à l'optique de ce que l'on veut faire. Donc ce critère excellence est un critère très très important par rapport au niveau de détail que vous allez fournir et au niveau de projection que vous auriez pu réaliser pour votre programme. Deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle la méthodologie, la méthode. Donc là, un petit peu comme son nom l'indique, il faut que vous nous montriez comment
comment vous allez faire les choses. Donc probablement, il y a un plan d'action. Chaque agriculteur, si vous avez interagi avec lui, chacun va se dire, moi, je suis à tel niveau aujourd'hui de maîtrise, et donc je vais peut-être avoir besoin de formation, je vais peut-être aussi avoir besoin d'investissement. Donc il y a tout un plan de gestion, plutôt de la structure porteuse auprès des agriculteurs pour savoir comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on met en œuvre ça, comment est-ce qu'on le planifie dans le temps. Donc en gros un plan d'action pour accompagner ces agriculteurs. Quel est aussi un point relativement important, votre stratégie d'animation du collectif. Par exemple, voilà, on a eu des questions déjà précédemment dans des pré-diagnostics sur l'adéquation entre la position, la situation géographique par exemple des agriculteurs et celle de l'animateur. C'est sûr que s'il y a 150 km de circonférence entre la structure animatrice et tous les agriculteurs, ça peut être un point de risque. Donc à vous de nous argumenter sur dire non, non, mais c'est bon, on travaille déjà ensemble, par exemple, depuis plusieurs années. Voilà, c'est pas parce que on n'oblige pas à ce que tous les agriculteurs soient sur le même canton, ou voilà, j'exagère un peu le trait. Donc ça c'est le comment. Dans le comment aussi il y a un point important, surtout pour les deux parties, hein, pour les financeurs et pour vous, c'est de bien identifier les risques. Soyez transparent et honnête. Quelqu'un qui va dire il n'y a pas de risque, clairement il sera mal noté. On vous le dit. En revanche, on appréciera que vous ayez identifié des risques, que vous les ayez qualifiés et quantifiés au sens de leur probabilité d'arriver, puisque effectivement, mieux on anticipe ces risques et mieux aussi on les gère et voire même on les évite. Donc ça, c'est un point important, puisque des financeurs pourront, enfin c'est autant d'arguments qu'un financeur pourra aussi demander, est-ce que quand il va y mettre son argent, l'ambition et les objectifs du projet ont des chances d'aboutir. Et le dernier thème, c'est impact. Donc là, c'est en toute considération, imaginez que tout fonctionne bien et que ça va jusqu'au bout. C'est quoi les impacts aujourd'hui que vous avez imaginés sur votre collectif d'agriculteurs? Donc les impacts, c'est bien évidemment sur déjà l'agriculteur lui-même. Est-ce qu'il va probablement être, est-ce que pour lui cette transition est vraiment capitale, c'est-à-dire c'est quasiment à une échelle d'existence même de l'exploitation? Est-ce que c'est sur son revenu, sur son type de maîtrise technique? Ça peut être aussi sur des enjeux par rapport à des territoires où on sait que la pression du changement climatique est sans doute plus forte que d'autres, donc une obligation quasi certaine de faire une transition assez rapide sur ces nouvelles pratiques pour maintenir du carbone, de la fertilité des sols et du coup aussi des ressources en eau. Et puis ça peut être plus globalement aussi par rapport à tout ce qui est une visibilité d'une agriculture peut-être plus proche de certains consommateurs, avec des promesses aussi que des filières peuvent plus mettre en avant vis-à-vis de certaines pratiques. On le voit sur certaines. On a vu une Nathalie qui était venue à notre rentrée qui a exprimé aussi qu'aujourd'hui ils peuvent donner une certaine promesse à leurs consommateurs sur le produit final. Donc ça peut être aussi des impacts que vous pouvez identifier et il y en a probablement plein d'autres. Donc n'hésitez pas à aussi considérer ce type d'impact. Voilà. Donc tout ça, donc 3 x 5, chaque thème est noté sur 5. Le seuil de sélection, je crois que tu l'as dit Pauline, je ne me rappelle plus, sera de 10 sur 15. Donc tous les projets qui auront en dessous de 10 ne seront pas présélectionnés. Et ensuite, ce sera que le meilleur gagne. Donc forcément, plus vous allez rentrer dans le détail et plus vous allez montrer que votre projet, vous l'avez bien maturé et que vous êtes bien dedans et que globalement, vous maîtrisez la partie de tous les risques. Et plus, j'allais dire, on sera tous sereins pour faire le projet ensemble et pour qu'il aille au bout. Donc probablement ce type de projet auront une très bonne note. Et du coup, juste pour préciser, c'est 10 sur 15 minimum à l'ensemble et 3 sur 5 minimum pour chaque critère. Et pour le critère impact, on sait que c'est relativement difficile d'évaluer les impacts précis que peut avoir dans le futur sa transition. Donc là, évidemment, on n'attend pas que vous nous sortiez des algorithmes ou des trucs mathématiques, mais juste si vous avez de la donnée sur un agriculteur de votre contexte pédoclimat qui a engagé la transition et qui a eu quelques résultats, ça peut être des informations derrière aussi pour justifier ce que vous attendez en termes d'impact. Pauline, je pense que je vais te laisser répondre à cette question qui était sur, dans le cas où le groupe souhaite aller vers une labellisation donc de compensation carbone volontaire, est-ce que la structure porteuse peut être
la même, enfin peut-être le réalisateur de ces mêmes diagnostics carbone des exploitants, par exemple, pour répondre au label bas carbone. Oui, tout à fait. C'est même souvent ce qui est observé dans le cas de la finance carbone. C'est souvent la structure porteuse qui réalise les diagnostics carbone des agriculteurs. Ok, et du coup, on peut répondre à la question d'après, si tu l'as aussi, de Yann, sur voilà, les coûts inclus est-ce qu'ils sont dans les 10 000 euros dans la prestation complémentaire auprès des agriculteurs? Donc on le répète, les 10 000 euros, c'est sur la partie vraiment animation, Ouais, alors ce qu'on appelle nous animation, mais après c'est vrai que si la structure porteuse prend en charge d'autres coûts, c'est effectivement de l'autofinancement de la structure porteuse, et donc Yann indique que ce serait bien de lister les tâches attendues par la structure porteuse et l'animation. Nous aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est l'animation. ouais, c'est ça. Et on prend note, en effet, on pourrait éventuellement réaliser un espèce de petit schéma de répartition des tâches. Et oui, donc pour préciser, les 10 000 euros, c'est bien le temps d'animation. Et pour les projets qui passent par la finance carbone, en effet, il y a une tâche en plus à réaliser qui est celle des diagnostics carbone. Et souvent, le coût qui est lié à la réalisation de ces diagnostics, il rentre dans le prix du crédit. Enfin, c'est un peu dans la chaîne de valeur du crédit carbone, une partie pour la structure porteuse, une partie pour les agriculteurs, la plus importante, et ensuite l'autre partie pour tous les intermédiaires qu'on a cités avant, les fournisseurs d'outils, etc. Ensuite, une question aussi, pareil, très intéressante, par rapport au fait que certains projets vont peut-être candidater donc, au troisième appel à projet de France Carbone Agri, qui est ouvert jusqu'au 15 novembre. Est-ce qu'il est préférable que l'ensemble du groupe engagé dans Sol Novo soit notifié à ce moment-là pour labellisation, ou la labellisation sera réalisée ultérieurement? Pareil, Pauline, je te laisse répondre. Tu es plus calée que moi. Je pense qu'il est préférable que ce soit notifié à ce moment-là, donc au moment où vous répondez au troisième appel à projet de France Carbone Agri. Donc c'est tout à fait complémentaire avec le fait derrière d'être sélectionné dans le cadre de Somnovo. Ça veut dire que vous serez du coup un peu plus en avance sur la partie diagnostic carbone, etc. Hmm. Euh, Ensuite, d'autres questions pour répondre à l'appel à projet, nous devons déjà fournir tous les éléments pour chaque exploitation. Sera-t-il possible de modifier la liste d'agriculteurs, par exemple, sur le premier trimestre 2023, en ajouter, en enlever, garder le même nombre pour m'échanger d'agriculteurs? Alors, pareil, on sait déjà, pour répondre à la question, le projet va durer 5 ans, donc des changements, on peut en avoir. Après, pareil, il faut éviter d'en avoir, puisque forcément, il y a un diagnostic à T0 et il y aura un diagnostic à T+5. Donc, si par exemple, au premier semestre 2023, on aura peut-être déjà commencé ces diagnostics, il est souhaitable de ne pas faire bouger les agriculteurs, de manière à suivre les mêmes agriculteurs tout au long du projet. Par contre, entre le moment où vous déposez le projet et le moment où vous avez la réponse et le démarrage, là, c'est plus faisable. On est d'accord là-dessus. On se mettra, voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on soit transparent entre vous, le collectif, et puis les financeurs, mais c'est tout à fait possible à ce stade-là, tant que le diagnostic en fait initial n'a pas démarré. Si notre projet est retoqué, qui peut aussi arriver, puisque il y en aura de toute façon des projets, hein, juste pour dire, effectivement, on n'a pas parlé du taux de sélection, mais c'est une question aussi qu'on aurait pu avoir. J'en profite par rapport à cette question. Nous avions fait un appel à manifestation d'intérêt il y a quelques mois. Nous avions eu une trentaine, quarantaine, 29, exactement, 29, candidat. donc 29 réponses pour 10 projets qu'on va financer. Donc c'est vrai que voilà, ça fait 30% d'élus et donc forcément 70% de personnes qui seront déçues. Il est probable qu'il y en ait un peu plus d'ailleurs pour cet appel-là, donc on sera peut-être autour de 20 à 25% de taux de sélection. Donc la question est tout à fait juste. Est-ce qu'on pourra savoir pour les raisons? Oui, bien évidemment. Je vous le dis tout de suite, on le redira après, mais parfois il est peut-être probable que des excellents projets ne passent pas pour des raisons aussi. Alors il y a deux raisons pour lesquelles ça peut ne pas passer, c'est que s'il y a beaucoup de projets excellents, ben, même si vous avez une très bonne note, malheureusement ça reste un concours, donc il n'y aura pas forcément de choses qui vont faire que vous êtes mauvais entre guillemets ou moins bon. Enfin si moins bon, si pour le coup il y aura quelques petites choses, mais ça va se jouer effectivement sans doute parfois peut-être à quelques petites choses. Ça c'est le premier point. Le deuxième point qui est le plus important, Pauline l'a dit, c'est que Solnovo est un démonstrateur, donc ça il faut bien que tous ensemble on le comprenne et on l'accepte, est un démonstrateur de transition de toutes les filières vers l'agriculture régénératrice des sols. Et donc nous faisons le choix au sein des projets de prioriser
des projets qui sont dans toutes les filières. Je prends un exemple, vraiment à titre d'illustration. Si les 3 premiers projets sont par exemple des projets de grande culture, et donc c'est eux qui ont les 3 meilleures notes, nous ne financerons que probablement 2 projets grande culture, un en Nouvelle-Aquitaine, un en Occitanie. Et donc du coup, on remontera, entre guillemets, le meilleur projet d'une autre filière au rang 3 ou au rang 2, peu importe, enfin, pour dire, voilà, le projet viticole de Nouvelle-Aquitaine, même s'il a un point de moins, il sera dans le paquet des projets qui seront sélectionnés pour cette raison de diversification des filières. Et donc, globalement, pour faire assez caricatural, il y aura un projet par filière et par région. Donc, les filières, on les répète, Pauline, je te laisse la main là-dessus. Oui, grande culture, arboriculture, viticulture, polyculture, élevage, maraîchage. Voilà. On est Et, large. donc la question, effectivement, s'il y a trop de projets pour la même filière, ben oui, effectivement, c'est un risque qu'il y ait trop de projets pour les filières. Alors après, l'objectif, si on a vraiment, imaginons des projets qui sont très très bons, là on parle vraiment sans avoir encore qualifié les choses, mais il est possible que l'on puisse faire savoir à certains organismes que le projet est excellent, pour vous permettre aussi de rebondir par exemple sur de la finance carbone ou pourquoi pas sur des programmes de fonds qui s'intéressent là aussi à des projets de transition pour pouvoir, dans un autre cadre, être visible et pouvoir éventuellement disposer de fonds pour cette transition-là. Voilà. En tout cas, on essaiera effectivement de ne pas vous laisser sur le carreau, même si malheureusement il y aura moins d'élus que de déçus. Une autre question de Christelle, quelle information sur chaque agriculteur faut-il intégrer à notre réponse? Et y a-t-il un nombre d'agriculteurs maximum dans le collectif? Vas-y Pauline, tu J'irai peux commencer si tu veux. Ouais. pour le nombre maximum, oui, on a mis une fourchette entre 10 et 30 agriculteurs par collectif. Et pour les informations sur chaque agri, en effet, on en demande un certain nombre. Là, pareil, je vais peut-être pas m'amuser à vous les citer, mais si vous téléchargez le dossier qui est propre à l'appel à projet, donc c'est dans les dernières pages, hein, dans les annexes, vous avez la liste exacte de toutes les informations qu'il faut donner par agriculteur, donc nom, prénom, localisation du siège social de l'exploitation, enfin des trucs normalement pas trop longs à remplir. Donc je vous invite à regarder le document. Et s'il y a des choses pas claires encore par rapport à ça, nous envoyer un mail en rapport à cette grille à remplir. Okay. Enfin, on répète, hein, de toute façon, mieux, enfin, comme tout le monde, hein, plus vous vous projetez et plus le niveau de détail et d'argumentation est fort et plus vous aurez, enfin, et meilleure sera votre note, si je peux dire ça comme ça. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions qu'il y a là. Ok. Donc si vous en avez d'autres, on va vous laisser 1 minute pour les poser. S'il n'y en a pas, sinon, on clôturera. Oui. De toute façon, alors peut-être en attendant que s'il y a d'autres questions qui arrivent, vous redire que, alors je sais pas la Pauline, donc le webinaire il est enregistré, les slides également on les mettra à disposition. Je sais pas si on a fait un petit foire aux questions qui peut être un support parce que ça peut être intéressant quand même toutes ces questions-là de les Ouais, mettre ouais, à ouais. disposition. Tout à fait. Vous recevrez un mail avec donc le diapo qu'on vient de présenter, l'ensemble des questions qui ont été posées avec les réponses associées. Voilà. Et juste pour... Ouais, Pardon, alors, le slide avec les coordonnées, tes coordonnées, celles de Lilou, peut-être que les ouais, gens le prennent. j'ai oublié la slide avec les coordonnées, donc je vais l'envoyer sur la conversation. Mais je le mettrai aussi dans le mail que vous recevrez à l'issue du webinaire. Et juste pour information, il y a une petite enquête de satisfaction aussi qui est à remplir. Il y a vraiment 3 questions, c'est très rapide et ça nous permet de voir si on a été clair et si ça a permis de vous aider aussi derrière. Donc n'hésitez pas à la remplir. Ok, bah, à la rigueur, Pauline, tu peux mettre tes coordonnées dans le chat, effectivement, comme Ouais, ça c'est ce que je suis en train de sera faire. aussi. Ok, normalement c'est tout. Et puis je refais une dernière vérification de questions. Non, pas de questions, donc on peut conclure.
Pauline, merci beaucoup déjà pour la présentation. Je pense que c'était important de faire ce point-là. Je le dis à tout le monde, n'hésitez surtout pas, bien évidemment, si vous avez encore des questions. Le pôle est aussi là pour vous accompagner quand même voilà, pour vous aider dans le dépôt de votre projet. C'est pas parce qu'on vous aidera en termes de conseils, hein, je parle bien évidemment, que vous serez, que vous serez forcément sûr d'avoir votre projet. Là, on joue vraiment le jeu de la transparence. Et puis, écoutez, bon courage à tout le monde. Rendez-vous au mieux avant le 15 minuit. Voilà. Et puis pour les premiers résultats, tu as dit Pauline, c'est 15 non, Ouais, mi-décembre, le 16, mi-décembre. ouais, mi-décembre, D'accord. il y aura les lauréats annoncés. Ouais. Voilà. Merci à tout le monde et puis bonne continuation à tous. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.